Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau cycle de vidéos. Aujourd'hui, sujet important et fondateur, la Renaissance africaine face à la falsification de l'histoire. Alors en fait, le sujet d'aujourd'hui, il faut savoir que c'est l'adaptation, ou plutôt la redite d'une conférence que j'avais faite il y a un certain nombre d'années à la librairie Tamery Sematawi, donc à Paris. C'était en 2012, me semble-t-il, à l'occasion de la sortie du livre édité par les éditions Ménébuc, Un héritage volé, livre de George J.M. James, paru pour la première fois en français, et le sous-titre de son livre, vous allez voir qu'on est tout de suite dans le vif du sujet. Le sous-titre de ce livre, le sous-titre est La soi-disant philosophie grecque est en réalité une philosophie égyptienne. Donc j'avais fait cette conférence en 2012 à la librairie Tamery, sous le même titre d'ailleurs, La Renaissance africaine face à la falsification de l'histoire. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors c'est vrai que maintenant, depuis un certain nombre d'années, nous avons le plaisir de constater la marche inexorable de la Renaissance africaine partout dans le monde. Alors certains parmi nous emploient un terme ancien pour la qualifier, Ouem Messout, ce qui signifie dans la langue des Égyptiens de la période pharaonique, renouvellement des naissances. Alors des chercheurs que vous connaissez sans doute de nom, ou pour les avoir lus, des chercheurs tels que Théophile Obenga, des philosophes tels que Molefikete Asante, des femmes africaines intellectuelles comme Aminata Traoré, provoquent des interrogations sur les questions philosophiques, économiques et politiques, amènent la réflexion et posent des actes concrets. Certains ou certaines, comme Aminata Traoré, ont même été ministres dans leur pays d'origine pour Aminata Traoré, donc il s'agit du Mali bien sûr. Donc la création de certains organismes de transmission des connaissances comme Africamat va évidemment dans ce sens-là. Beaucoup de livres importants ont été publiés ces dernières années. Les publications s'enchaînent à un rythme qui est tout à fait sidérant, impressionnant. Et si vous êtes là aujourd'hui devant votre ordinateur ou devant votre téléphone portable à suivre cette vidéo, c'est que vous-même, vous avez déjà fait un travail sur vous-même et que vous êtes bien conscient qu'il se passe quelque chose. Alors, il faut savoir, par rapport au thème d'aujourd'hui, que dès les périodes les plus sombres de notre histoire, des personnes importantes ont fait résonner la voix d'une Afrique et d'une diaspora libre de penser surtout, puisque finalement, la question qui est sous-jacente par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est la liberté de penser des Africains, tout simplement. Est-elle légitime? Bon, a priori, on a envie de dire oui, mais on a aussi envie d'avoir des armes intellectuelles, des armes historiques, pour exercer cette liberté de penser avec toute l'assurance dont nous avons besoin aujourd'hui. Alors des gens comme Martin Delany ou Anténor Firmin, dès le 19e siècle, ce sont des voix anciennes qui se sont élevées contre l'injustice et la servitude au cœur de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe, cette Europe qui en était arrivée à nous dénier le droit de vivre librement. Et j'ai une pensée très particulière pour Anton Wilhelm Amo, 1703-1753, philosophe originaire du Ghana, qui, après avoir connu une brillante carrière de professeur à l'université de Halle en Allemagne, donc au XVIIIe siècle, où il ne se priva pas de dire et d'écrire ce qu'il pensait de la servitude généralisée des Africains, eh bien Amo dut subir les affres de la déportation vers son propre pays d'origine, le Ghana, où il finissa ses jours dans les affres de la servitude, c'est-à-dire dans l'esclavage. Mais finalement, j'en termine avec cette introduction, on ne peut pas tuer l'esprit d'un peuple. L'oppression, l'injustice
la falsification de l'histoire, c'est surtout de celle-ci dont nous allons parler aujourd'hui, sont comme les obstacles placés sur une course olympique du 3000 mètres steeple. L'Éthiopien gagne à la fin. À l'issue d'une course d'obstacles, nous obtenons la victoire, et cette victoire, c'est notre renaissance. James et Diop, chapitre 1, détective de l'histoire dans un contexte difficile. Si en 2005, Théophile Obenga pouvait écrire dans sa préface au livre de Yoporeka Sommet, L'Afrique dans la philosophie, que le paysage de la recherche africaine est à présent on ne peut plus dégagé, il faut dire que ce n'était pas du tout le cas en 1954, quand George James et Cheranta Diop publièrent leurs ouvrages respectifs, donc Stolen Legacy, un héritage volé, ou l'héritage volé pour l'édition française, livre de James, et Nation Nègre et Culture, le livre de Cheranta Diop. En effet, les États-Unis où George James vivait étaient gangrenés par une folie anti-africaine. Un afro-descendant pouvait se faire lyncher par une foule pour seulement avoir regardé une femme blanche. Et le Sénégal, quant à lui, venait de connaître l'hécatombe de Tiaroy, où l'armée française avait massacré des combattants africains de la Seconde Guerre mondiale, qui demandaient simplement le paiement de leurs soldes. Alors vous voyez un peu le contexte de l'époque, c'était quand même très compliqué. Certains d'entre vous connaissent d'ailleurs le film de Sembène Ousmane, Camp de Tiaroy, qui rend compte justement de cette tragédie dans un film de fiction à connotation historique. À l'oppression physique s'ajoutait l'oppression symbolique par un système éducatif où prévalait la falsification de l'histoire de l'humanité. Et comme le dit si bien Cheranta Diop, on nous enseignait qu'au-delà de quelques siècles d'histoire africaine, c'était la nuit noire. Et il ajoute ensuite, il est évident que ce dogme, je ne pouvais l'accepter. Quant à George James, qui fut professeur de latin et de grec à Pine Bluff dans l'Arkansas aux États-Unis. Donc ce professeur d'origine guyanaise, eh bien on se rend compte à la lecture de son livre qu'il rentre dans le vif du sujet dès les premières pages. Il nous dit, tout d'abord, le terme philosophie grecque repose sur un malentendu, car une telle philosophie n'existe nulle part. En fait, les Égyptiens anciens avaient développé un système religieux très complexe, appelé les mystères. C'était le premier mystère instaurant la notion de purification de l'âme. Et cette âme pouvait se libérer de son enveloppe charnelle par le biais de disciplines telles que les arts et les sciences, grâce à l'initiation au mystère, on dirait aujourd'hui grâce à l'initiation tout court. Il s'agissait de passer du statut de simple mortel pour ensuite ambitionner de fusionner avec Dieu. C'était le principe du souverain bien auquel tout être humain devait aspirer. Donc, afin qu'on puisse y voir un petit peu plus clair, à ce stade de notre exposé, un peu de chronologie ne serait pas un luxe. Donc on va essayer de restituer le cadre chronologique de cette affaire-là pour y voir un peu plus clair. Petit a, de la grandeur de Kemet et de Tamérie en particulier. Alors Kemet, la terre noire, c'est Tasséti, qui est le vrai nom de cette Afrique antique. C'est Tasséti, donc la terre de l'arc. J'utilise la langue de l'Égypte pharaonique. C'est Tanéter, la terre du démiurge. Et ensuite, on ajoute Tamérie, l'Égypte, proprement dite, le pays bien-aimé. Tamérie, donc l'Égypte, le pays que nous appelons à la suite des Occidentaux Égypte, est dans l'Antiquité le fruit d'une colonisation, au sens de peuplement, émanant d'un peuple du Sud, les Anous. On prend notamment comme référence pour affirmer cela les travaux de l'égyptologue français Émile Amélino, qui publia notamment Prolégomène à l'étude de la religion égyptienne. Alors on sait aussi que l'Égypte antique est le produit aussi d'une colonisation provenant du Sahara à la suite du dessèchement du Sahara, parce qu'à l'époque, dans l'Antiquité la plus ancienne, le Sahara n'était pas un désert. Et donc au moment où ce Sahara s'est desséché, les populations originaires de cette zone géographique, on peuplait aussi l'Égypte,
Donc il y a eu les populations du sud, les Anous, et puis les populations venant du dessèchement du Sahara. Et donc, d'ailleurs, il faut savoir que Osiris est appelé l'Onien, donc c'est un Anou, il fait partie des Anous, dans le livre des morts des Africains de la période pharaonique. Maintenant, qu'est-ce que nous dit l'érudition moderne sur l'antériorité de l'Égypte et pourquoi nous privilégions, nous, les chercheurs africains ou afrodescendants, l'Égypte par rapport à la Grèce, puisque l'école de Jules Ferry situe la Grèce comme étant à l'origine de la philosophie et des mathématiques aussi, et de toutes les grandes connaissances qui font l'orgueil du monde moderne. Donc, quelle est cette particularité un peu étrange? Quelle est cette fantaisie des intellectuels africains nationalistes qui mettent, comment dirais-je, qui orientent les projecteurs vers l'Égypte antique? Est-ce que c'est pas en quelque sorte une fantaisie quelque peu coupable? Eh bien, ce qu'il faut savoir aussi quand on lit les érudits, pas seulement les érudits qui sont centrés sur l'Égypte, mais prenons par exemple un helléniste français, donc un spécialiste reconnu de la Grèce antique, comme Jacques Lacarrière. Eh bien, dans l'un de ses livres, dont vous aurez des références bibliographiques à la fin de cette vidéo, pour Jacques Lacarrière, l'expérience la plus ancienne dans l'histoire de l'humanité de la pesée des âmes remonte à l'Égypte pharaonique. Et ça, c'est un Français spécialiste de la Grèce qui nous dit ça. Donc déjà, ça devrait nous interpeller. En plus, les livres de Jacques Lacarrière, on peut les trouver dans toutes les bibliothèques. Hein. Ce n'est pas des livres qui ont cessé d'être édités depuis longtemps. Donc, on voit que cette affaire est beaucoup plus complexe qu'elle le semble pour les personnes qui ne sont pas familières de ces questions. Il était nécessaire de le dire. Donc, qu'est-ce que vient de nous dire Jacques Lacarrière? C'est que l'expérience la plus ancienne, je me répète, de l'histoire de l'humanité, de la pesée des âmes, remonte à l'Égypte pharaonique. La pesée des âmes, oui, mais pourquoi faire? La pesée des âmes, dans l'Égypte pharaonique, c'est le fait qu'après le trépas, donc après la mort, l'âme d'une personne est pesée et on va voir si en fonction, le jury de l'autre monde va voir si en fonction des actes qu'elle a posés, elle a été conforme à la Ma'at, c'est-à-dire à la bonté qu'un être humain saint devrait avoir. Ouais, vous voyez, je résume de façon très basique. Hein. Et plus la pesée va tendre vers les bienfaits qui ont été apportés par cette personne de son vivant, plus elle aura la possibilité de ne pas mourir de la seconde mort et de se réincarner pour refaire ses preuves, pour s'améliorer au fil d'une autre existence, ou alors, si vraiment, alors là, elle a excellé dans la bonté, dans la générosité, ce qu'on peut attendre d'un être humain parfait, effectivement, là, elle va fusionner avec le divin, avec Ra. Bon, nul besoin de vous dire que les personnes qui arrivent à ce stade ne sont pas très nombreuses. Nul besoin de vous dire aussi que les personnes qui arrivent au stade où elles ont besoin de faire ces preuves, de s'améliorer, ne sont pas si nombreuses que ça, mais il y en a, parce qu'on part du principe qu'on peut s'améliorer d'existence en existence. Évidemment, vous prenez conscience que les anciens croyaient en la réincarnation. Troisième cas de figure qui n'est pas très réjouissant pour les personnes qui ont choisi consciemment de faire le mal. Évidemment, là, le processus s'arrête complètement et les personnes seront dévorées par la déesse Amout, qui est un mélange, je crois, de plusieurs animaux assez effroyable, un mélange de plusieurs animaux. C'est un monstre et qui dévore donc les personnes ayant choisi de leur plein gré d'assumer une existence faite de méchanceté, de cruauté et d'absence de compassion. Voilà. Donc, il faut savoir que par rapport à cela, il existait pour l'ancien africain, l'ancien égyptien, un ordre stable, une harmonie cosmique, symbolisée par la déesse Maat. Donc c'est une femme, la déesse Maat, la façon dont elle est représentée en Égypte antique, avec une plume sur la tête. Osiris était appelé
l'être perpétuellement bon, ou Néfer. Donc vous voyez, très longtemps avant le Christ, il y avait déjà une idée d'un être perpétuellement bon qui aurait parcouru le monde et qui aurait enseigné aux hommes l'agriculture. Il les aurait enseignés à abandonner le cannibalisme et il aurait fait découvrir à l'humanité des breuvages tels que les jus de fruits et introduit la culture de la vigne. Malheureusement, cette image idyllique ne pouvait durer puisque son frère Seth, jaloux de lui, finit par tendre un traquenard à Osiris, au cours duquel Osiris est tué. Seth ira même jusqu'à découper le corps d'Osiris pour disperser ses morceaux aux quatre coins de l'Égypte. L'épouse dévouée Isis, vous allez voir si vous suivez attentivement que cela ressemble à une histoire que certains d'entre vous connaissent déjà, donc je reprends. Isis est une grande magicienne, donc l'épouse d'Osiris va faire en sorte par magie de reconstituer tous les morceaux du corps de son défunt mari et il pourra faire en sorte qu'elle tombe enceinte par une sorte d'immaculée conception. Et évidemment, cette image préfigure l'image de la Vierge Marie mise enceinte par Yahvé dans le récit de la Bible que vous connaissez beaucoup mieux. Et donc on ne peut pas expliquer la Bible, on ne peut pas expliquer la cosmogonie de l'Égypte antique par la Bible, mais plutôt l'inverse pour une question simple, le respect élémentaire de la chronologie. Comme le disait le Sèche Omotunde dans son livre Manuel des humanités classiques africaines, eh bien, Osiris, s'il avait vécu, ça nous ramènerait 12 000 ans, 12 000 ans avant aujourd'hui, ou 9 000 ans avant l'ère de notre ère, donc ça ferait 12 000 ans aujourd'hui. Donc effectivement, la Bible, qui est beaucoup plus récente, ne peut pas être l'inspiratrice, évidemment, de cette cosmogonie. Fin de la parenthèse. Alors, comme je le disais tout à l'heure, cette question de la chronologie est vraiment importante pour mieux comprendre les enjeux. Alors, je vais vraiment situer cela, la perspective chronologique, comme ça on y verra plus clair. Il faut savoir que 3400 avant Jésus-Christ, il y a l'attestation de l'écriture pour 3400 avant Jésus-Christ en Égypte antique. Ça, ce sont les fouilles de l'archéologue allemand Gunther Dreyer en 1998 au niveau d'Abydos. Et 3400, ça veut dire, avant Jésus-Christ, l'attestation de l'écriture. Mais ça ne veut pas dire que l'écriture a été inventée en Égypte en 3400. Elle pouvait exister longtemps avant, mais c'est 3400, c'est la période pour laquelle nous sommes sûrs que l'écriture était en vigueur. 3200 avant Jésus-Christ, c'est l'unification de la Haute et de la Basse Égypte. Et ce qui fait dire donc à l'intellectuel panafricain Nusere Kalala Omotunde que effectivement 3200 avant Jésus-Christ, sous l'égide du pharaon Narmer, c'est déjà l'embryon de l'Union africaine finalement. 3000 ans avant notre ère, ce sont les textes des pyramides qui sont, pour René-Louis Parfait-Étilé de l'Institut Africamat, les textes religieux les plus anciens au monde. Donc cela fait écho d'ailleurs à ce que disait Diodore de Sicile, le savant grec de l'Antiquité, puisqu'il disait que les Éthiopiens étaient les premiers à avoir eu la pensée religieuse en quelque sorte, à avoir honoré les divinités et fait tous les rites qui pouvaient entourer donc cette façon d'honorer les divinités. Donc dans Bibliothèque historique, donc Diodore de Sicile, l'historien grec, nous dit déjà cela.
Je cite à nouveau Nusere Kadalo Omotunde dans Manuel des humanités classiques africaines. Il nous dit que l'Afrique antique, c'est plus de 30 dynasties, c'est pas rien, plus de 300 rois et reines et une somme impressionnante d'inventions et de découvertes. Donc on voit quand même la perspective et les enjeux qui se situent autour des différentes revendications ou falsifications. Voilà. Donc l'Égypte a eu ses 300 rois et reines, et puis comme toute civilisation, il y a un début, un milieu et une fin, et effectivement à la fin, on commença à en voir les prémices lors de la conquête perse en moins 530, et c'est justement lors de la conquête perse de l'Égypte qui est toujours placée sur le continent africain, ça il ne faut pas l'oublier. La conquête perse a permis à l'époque une importante arrivée, écoutez bien, des citoyens grecs en Égypte. Et là, je cite George James, sachant que les Ioniens et les Cariens étaient particulièrement actifs en matière de piraterie, donc les Ioniens et les Cariens, c'est certains parmi les populations grecques, les Kémites furent forcés d'instaurer des lois restrictives au sujet de l'immigration des Grecs, en punissant leur infiltration par la peine capitale, le sacrifice de la victime. Avant le règne du pharaon psamétique, les Grecs n'étaient pas autorisés donc à se rendre au-delà des côtes de la Basse-Égypte. Mais durant son règne, donc celui de Psamétique et celui d'Amasis, ces conditions furent modifiées pour la première fois. Écoutez bien, dans l'histoire égyptienne, Ioniens et Cariens furent employés comme mercenaires dans l'armée égyptienne. Et c'est là que les choses vont commencer à se gâter, parce que là, on est en 670 avant notre ère. 670 avant notre ère. Donc, Ioniens et Cariens furent employés comme mercenaires dans l'armée égyptienne, et malheureusement, les choses, de fil en aiguille, se gâteront, parce qu'il s'avérera que ces mercenaires ne seront pas, à la longue, ne seront pas loyaux envers l'Empire qui les emploie, et ça précipitera la chute de Tamérie, dont j'avais fait état dans une autre vidéo. Voilà. L'enquête, celle de George James, oui, l'enquête c'est aussi le nom du fameux livre du grec Hérodote, l'enquête, celle de George James, il nous dit que c'est essentiellement à l'occasion de la conquête de Tamérie par Alexandre le Grand, en 332 avant Jésus-Christ, que les Grecs pourront faire main basse sur le patrimoine scientifique et philosophique égyptien. Mais les étudiants ou professeurs de philosophie qui sont ici parmi nous, alors certains d'entre vous sont professeurs de philosophie ou étudiants en philosophie, suivent cette vidéo, et certains ont leurs cheveux qui se dressent sur leur tête en entendant cette histoire d'origine africaine de la philosophie. En fait, il faut savoir que le terme philosophia n'est pas grec. Pour Théophile Obenga, helléniste émérite, helléniste congolais émérite, ce mot de philosophia, selon le dictionnaire étymologique de grec Chantraine, a une origine inconnue. Il semblerait que le mot sophia vienne du mot égyptien seba, signifiant enseignement. Obenga s'amuse de cette idée communément admise selon laquelle les Grecs auraient tout inventé. Il y a déjà un petit problème avec ce prêt-à-porter historique, c'est le fait que toute cette histoire est cousue de fil blanc. Si les Grecs ont tout inventé, comment se fait-il qu'ils n'aient pas inventé leur propre écriture? L'écriture grecque s'écrit avec des caractères phéniciens qui eux-mêmes découlent de l'écriture égyptienne kémique. La conviction et le style chez James et Diop. Ça, c'est important aussi. Parce que si vous avez aimé Nation Agriculture de Cheikh Diop, vous aimerez forcément l'héritage volé de George M. James, parce que ce sont tous les deux d'éminents détectives de l'histoire, mais ils ont tous les deux du style. Et c'est vrai que l'histoire racontée avec du style, c'est toujours plus prenant, c'est toujours plus agréable, plus édifiant que l'histoire racontée de façon très austère. Exemple, Nation Agriculture, page 49, réédition de 1979. L'Égypte avait déjà depuis un siècle perdu son indépendance au moment où Hérodote la visita, conquise par les Perses en moins 525,
elle ne cessa plus dès lors d'être dominée par les étrangers. Après les Perses, ce furent les Macédoniens, avec Alexandre, les Romains, avec Jules César, moins 50, les Arabes au 7e siècle de notre ère, les Turcs au 16e siècle, les Français avec Napoléon, puis les Anglais à la fin du 19e siècle. Nation nègre et culture chez Anta Diop, page 49. Réédition de 1979. Alors, qu'est-ce qui nous explique, qu'est-ce qui nous fait comprendre dans Nation nègre et culture chez Anta Diop? C'est que les populations autochtones de la vallée du Nil vont, lors de ces invasions étrangères massives et continues, se réfugier dans l'intérieur du continent. Alors qu'une bonne partie des populations qui avaient constitué le stock de population principale de l'Égypte, ou un stock de population important venait du sud, c'est-à-dire de la région des Grands Lacs africains, les sources, les fameuses sources du Nil. C'est pour ça qu'on parle des civilisations de la vallée du Nil. Ces populations vont ensuite refluer vers la terre de leurs ancêtres au moment où l'Égypte sera envahie par toutes les populations dont nous parlons. La configuration géographique étant différente de celle de la vallée du Nil, enfin de celle de l'Égypte plus particulièrement, les Africains délaisseront l'activité spéculative nécessitée par leur environnement, et quand les Européens dotés d'armes à feu feront du brigandage sur les côtes de l'Afrique au XVe siècle de notre ère, ils trouveront des États africains, nous dit Diop, plus faibles que militairement, ça c'est vrai, mais avec une organisation politique égale, sinon supérieure à la leur. Malheureusement, l'arme à feu, comme on le sait, est une arme de destruction massive, et je n'ai pas besoin de vous raconter ce qui s'est passé par la suite, et qui a mené à la perte de souveraineté des Africains, souveraineté que les Africains s'efforcent de retrouver aujourd'hui, en ayant notamment recours à des partenaires particulièrement puissants, afin de faire pièce à l'influence occidentale, et à la puissance de feu occidentale. Alors qu'est-ce qui s'est passé une fois que les Africains ont perdu la souveraineté sur l'Égypte? C'est qu'ils sont devenus, ils ont continué à construire des empires, mais à chaque fois, ces empires ont pu subsister pendant quelques siècles, et à chaque fois, il y avait des invasions étrangères, sans compter les guerres entre empires africains qui existaient. Il ne faut pas nier ça non plus. Il faut savoir que concomitante à la chute de l'Égypte antique et l'émergence ensuite de Ghana, ou de l'empire de Ouagadougou avec capitale Ghana, mais ça ne suffira pas, et de fil en aiguille, de siècle en siècle, et de millénaire en millénaire, l'organisation politique africaine sera de plus en plus marginalisée, avec les invasions eurasiatiques, aussi bien venues d'Orient et ensuite venues d'Europe. Et évidemment, un nouveau rapport va fausser la personnalité, un nouveau rapport au monde et un nouveau rapport avec les populations extra-africaines va fausser la personnalité du kémite de l'Africain. Je veux dire par là que son éducation dans la servitude, dans la colonisation, mais plus encore dans le système d'oppression symbolique, le poussera, et le pousse aujourd'hui à se détruire lui-même avec autant de zèle que naguère l'oppresseur. Les exemples du Kivu au Congo, en RDC, sont édifiants. Idem pour les guerres des gangs aux États-Unis entre les Africains de la côte ouest et ceux de la côte est. Mais revenons à l'investigation historique de George James, qui complète celle de Diop. James nous explique qu'avant qu'on en arrive à ce stade, il y a eu le tournant historique de la marginalisation de la religion africaine. Parce que si on veut marginaliser un peuple, il faut marginaliser sa vision du monde. Je cite James. « À présent, nous arrivons au troisième protagoniste de l'histoire de ce vol de la philosophie africaine par les Grecs. Le troisième protagoniste, c'est la Rome antique, qui, à travers les édits des empereurs Théodose au IVe siècle et Justinien au VIe siècle de notre ère, a aboli les mystères du continent africain. Mystères qui étaient à la base de la culture ancienne du monde. Et ce que nous dit ensuite dans les pages qui suivent, James, c'est que Rome était jalouse du rayonnement spirituel, du rayonnement philosophique de l'Égypte antique, qui, bien que vaincue militairement,
bien qu'étant à la botte de la Rome impériale, eh bien continuait à irradier par son savoir et sa philosophie. Il faut savoir que la secte isiaque, c'est-à-dire les adorateurs d'Isis, on les trouvait jusque dans la Rome antique. Donc c'est pour dire. Donc Rome était jalouse de cette culture raffinée du peuple noir, et c'est pour cette raison que Rome fit du christianisme sa religion officielle. Je cite James, toujours. Le christianisme, cette même religion que Rome avait pourtant persécutée pendant 5 longs siècles. Voilà le paradoxe. Mais en tout cas, cette nouvelle religion du christianisme adoptée par Rome devint la rivale de l'ancien système égyptien des mystères, qui l'avait enfanté. Voilà pourquoi les mystères ont été méprisés, et c'est pourquoi les autres religions traditionnelles du peuple noir le sont aussi. C'est parce qu'elles sont les filles des mystères africains, qui n'ont jamais été vraiment compris par les Européens. Cette incompréhension, nous dit James, a été à l'origine de leurs préjugés et de leur condamnation. Un héritage volé, George G.M. James, Mélébuk, ou Afrocentricity International, l'héritage volé. Page 207. Alors, évidemment, beaucoup de personnes qui suivent cette vidéo sont passées, tout comme moi, par l'école de Jules Ferry. Et ce n'est pas à l'école de Jules Ferry, donc c'est pas à l'école, entre guillemets, des Blancs, façon de parler, l'école néocoloniale, qu'on va nous dire que l'Égypte antique était africaine. À l'école de Jules Ferry, on nous fait comprendre que l'Égypte antique est orientale et que l'Égypte antique doit être attachée au peuple de l'Orient. Le premier ministre du pharaon, dans les cours d'égyptologie, on l'appelle le vizir. Mais bizarrement, dans la langue égyptienne, et ceux qui ont étudié les médounétaires ou les hiéroglyphes, savent que le terme pour dire premier ministre en égyptien ancien n'est pas le terme d'origine turque vizir, mais le terme tchati. Donc pourquoi est-ce que les égyptologues les plus chevronnés continuent encore dans leurs ouvrages en langue anglaise ou en langue française à parler de vizir pour parler du Premier ministre? Est-ce que le but n'est pas d'instaurer une forme de confusion? L'origine africaine des Égyptiens est prouvée. Quelles sont ces preuves? L'iconographie. Les preuves de l'iconographie, quand vous voyez un personnage comme la reine Tiye, son buste se trouve au musée de Berlin aujourd'hui, nous voyons tout à fait le faciès africain de la reine Tiye. Et donc, voilà. Et donc, si elle se promenait dans la rue des banlieues européennes, en tant que jeune femme et arborant un survêtement, elle pourrait être arrêtée pour délit de faciès par la police. Donc, c'est sans ambiguïté. Idem pour Akhenaton. Oui, son fils, le fils de la reine Tiye. Donc Akhenaton était le fils de la reine Tiye et du pharaon Amenhotep III. Le mot Égypte lui-même, nous savons que ce n'est pas un mot autochtone, indigène. Il est la déformation du ro Enkemet de la langue égyptienne pharaonique, Outkapta, le temple de l'âme de Ptah. Dans la ville de Thèbes, les colons grecs entendaient les autochtones africains évoquer Outkapta, le temple de l'âme de Ptah. Les Grecs ont déformé ce mot en Aiguptoi, en grec. Ils ont utilisé pour désigner les habitants de tout le pays, finalement, Aiguptoi. Aiguptoi est devenu Égyptos, qui devient Égypte en langue française. Donc on voit bien que les Égyptiens ne s'appelaient pas eux-mêmes Égyptiens. Les habitants du pays se désignaient sous le nom de Remetou, les hommes ou les femmes par excellence. Face à l'agressivité des peuples de la mer qui se sont plusieurs fois efforcés d'envahir le pays en formant de grandes coalitions, les Remetou se sont proclamés Kémites, Kemsiou signifiant les Noirs, et si nous devrions peut-être, comment dirais-je, traduire par homme au visage brûlé, homme au visage charbonné. Le hiéroglyphe concerné s'écrit avec un bout de charbon brûlé pour évoquer la noirceur, la combustion. Maintenant, troisième témoignage, le témoignage des Grecs eux-mêmes. Exemple Aristote.
Dans Physionomie, Aristote écrit « Ceux qui sont trop noirs sont quoi ?» Exemple, les Éthiopiens, les Égyptiens. « Ceux qui sont trop clairs sont aussi poltrons. » Exemple, les femmes. Donc nous avons dans ce texte un mélange de xénophobie, de préjugés en tout cas, et de misogynie. Source, Revue d'égyptologie Ankh numéro 6-7, article de Mubabinge Bilolo, le grand égyptologue congolais. Aristote, effectivement, avait quelques circonstances atténuantes pour parler des Égyptiens comme des poltrons, puisque Alexandre de Macédoine, dont il fut le précepteur, et effectivement a envahi l'Égypte en 332, après avoir vaincu les Perses. Donc effectivement, on comprend un peu le contexte politique de l'époque. Maintenant, passons aux doctrines philosophiques, parce qu'au-delà de la couleur de la peau des gens, il y a aussi les doctrines qui sont importantes. Pour nous permettre de voir la transmission de connaissances qui s'est faite de l'Égypte via la Grèce. Aristote, avec Platon et Socrate, forme le trio des 3 philosophes athéniens les plus connus et les plus prolifiques. Quelques théories parmi d'autres peuvent être identifiées comme étant d'origine africaine, d'origine kémite, d'origine égyptienne. Exemple. L'eau serait à l'origine de toute chose. Alors là, il ne s'agit pas des philosophes athéniens, enfin à ma connaissance, mais il s'agit des philosophes présocratiques comme Thalès de Milet, 620-546. Pour George James, l'histoire et la tradition sont silencieuses au sujet de la façon dont Thalès est arrivé à de telles conclusions. L'héritage volé, page 85. Mais qu'est-ce donc que cette fameuse philosophie égyptienne empruntée, déformée et confisquée ultérieurement par les Grecs? Pour James, il s'agit tout bonnement de la théologie memphite. Je le cite, je le cite dans son livre, donc L'héritage volé ou Un héritage volé. La théologie memphite, c'est une inscription sur une pierre qui se trouve à présent au British Museum. Elle contient à la fois la théologie, la cosmologie et les conceptions philosophiques des kémites. J'y ai déjà fait référence dans mon étude sur les doctrines de Platon, mais cela doit encore être répété ici afin de souligner son importance prépondérante en tant que base de toute la philosophie grecque. Elle est datée de 700 avant Jésus-Christ et porte le nom d'un pharaon égyptien qui affirma avoir copié une inscription de ses ancêtres. Cette affirmation peut être vérifiée par la langue et la composition du texte qui sont tout à fait caractéristiques du style des kémites d'une certaine époque. Ainsi, la date originale de la théologie memphite est fixée à une période très ancienne de l'histoire égyptienne. Il s'agit de l'époque durant laquelle les premières dynasties décidèrent d'établir leur nouvelle capitale à Memphis, la cité du dieu Ptah. Et là, nous sommes entre 4000 et 3500 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, ensuite, dans l'héritage volé, James nous parle du texte de la première partie de la théologie memphite. Le premier des dieux Ptah conçut dans son cœur tout ce qui existe et par son verbe créa cette totalité. Donc on voit bien que la création du monde par le verbe, on la trouve déjà dans cette doctrine très ancienne de l'Égypte antique, bien avant l'écriture de la Bible, bien avant. Alors l'eau à l'origine de toute chose, évidemment, les eaux primitives, le Noun, voilà finalement l'origine de l'affirmation de Thalès relative à l'eau qui serait à l'origine de toute chose. Donc voilà qui est très clair. Il y a aussi la notion de vertu. On parlait tout à l'heure que les gens qui pratiquent le souverain bien pourraient vivre de la vie éternelle après le jugement de leur âme, après la pesée du cœur. Et ben, la vertu, le fil conducteur, le maître mot dans cette affaire de philosophie de l'Antiquité, c'est bien la notion de vertu. Et d'ailleurs, dans l'héritage volé, James nous dit que Platon définit la vertu comme l'ordre ou la discipline de l'âme. Donc, une vie vertueuse, pourquoi faire? On l'a vu tout à l'heure, c'est pour accéder à la vie éternelle. Et il faut savoir que Socrate croyait à la vie éternelle, enfin croyait à la vie après la mort. Ça, on le voit dans le Phédon de Platon, notamment dans le texte traduit et publié aux éditions Gallimard en 2010, page 120. C'est donc Simmias
que ceux qui, au sens droit du terme, se mêlent de philosophie réellement, s'exercent à mourir, et qu'il n'y a pas d'homme qui ait moins que peur d'être mort. Aujourd'hui, les initiés africains sont des gens qui apprennent à mourir avant de mourir réellement. Et c'est ça l'initiation. C'est le fait d'apprendre à mourir avant de mourir réellement. Et la philosophie, au départ, c'est une initiation. C'est ça la philosophie. Et il est incroyable de voir aujourd'hui des gens qui se présentent comme philosophes, qui sont sans doute de contre-philosophes très talentueux, je ne citerai personne, mais suivez mon regard, qui sont athées et qui se présentent comme philosophes. Mais en fait, on ne peut pas être athée et être réellement philosophe. On peut être contre-philosophe de grand talent, publier peut-être 100 livres, mais on n'en sera pas philosophe pour autant. Nos philosophes et égyptologues africains n'aiment pas trop écrire sur Socrate, hein. Ils le zappent facilement, mais c'est parce que Socrate n'a rien écrit. Ses enseignements étaient oraux. Et on l'a vu, c'est Platon qui le met en scène dans plusieurs de ses écrits. Bon, cela dit, il y a quand même certains philosophes africains qui écrivent sur Socrate, donc il faut quand même être honnête. Que nous dit Théophile Obenga sur Platon? Platon naît à Athènes en 428, il aurait vécu de 428 à 348 avant notre ère, s'était rendu en Égypte pour s'instruire auprès des prêtres de ce pays africain. D'après Strabon, vers 58 avant notre ère, entre 21 et 25 ans, le philosophe grec fréquenta les prêtres égyptiens pendant 13 ans. Ça, on trouve aussi des traces dans Strabon, Géographie 17, 29. Donc la filiation entre la philosophie africaine et la philosophie grecque est avérée, avec le témoignage des anciens Grecs qui malheureusement ne vont pas dans le sens des falsifications, des falsificateurs de l'histoire, à savoir certains historiens européens modernes qui sont en réalité des idéologues plus que des historiens. À la fin de son livre, L'héritage volé, James nous invite à une nouvelle philosophie africaine de la rédemption. Alors vous allez me dire quoi? C'est une église éveillée? Oui, c'est vrai, la façon dont ça sonne, on pourrait penser que c'est une église éveillée. Je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout ça. James part du principe que l'idée selon laquelle les Grecs ont tout inventé est une idée fausse, et que la philosophie africaine de la rédemption, c'est enseigner la vérité, à savoir les origines égyptiennes de la philosophie, donc les origines africaines de la philosophie. Ce faisant, nous tournons le dos à ce qui a servi de base aux préjugés de couleur qui accablent encore les Africains aujourd'hui, ou les afro-descendants partout dans le monde, à savoir le racisme. À savoir que les Africains n'ont rien inventé et qui doivent être toujours à la remorque des autres en matière de religion, en matière d'idéologie, en matière de philosophie et malheureusement d'éducation. Tout cela est faux. Et donc, la philosophie africaine de la rédemption consiste simplement à enseigner la vérité historique, à savoir que les Égyptiens ou que les Africains à travers les Égyptiens sont à l'origine de la philosophie, tout simplement. La théologie memphite, on l'a vu tout à l'heure, est une inscription sur une pierre contenant la cosmologie, la théologie et la philosophie des Égyptiens anciens. Atum, le dieu soleil égyptien qui est le logos d'Héraclite, le démiurge de Platon et le moteur immobile d'Aristote, crée 8 autres dieux à partir de son corps. Ainsi, nous avons au total 9 dieux appelés l'Énéade. Ce phénomène, nous dit James, est identique à l'hypothèse de la nébuleuse de Laplace, dans laquelle le Soleil originel crée 8 autres planètes en se débarrassant de ses propres anneaux, produisant ainsi les 9 planètes principales que l'on retrouve au sein de la connaissance scientifique moderne. Personnellement, je n'ai pas les compétences scientifiques pour attester ce que dit James. Toujours est-il qu'il donne des pistes de réflexion pour faire en sorte qu'à l'image des anciens de l'Antiquité, qu'il s'agisse des anciens égyptiens ou des anciens grecs, nous puissions ne pas opérer un divorce entre la philosophie d'une part et la science dure d'autre part, puisque nous savons que des personnes comme Thalès étaient à la fois, philosophes, mais aussi scientifiques. Et aujourd'hui, beaucoup de savants, comme par exemple Mbok Bassong,
sont aussi bien philosophes que planétologues. C'est le cas de Mbogbasson, par exemple. Donc aujourd'hui, la nouvelle école africaine diopienne s'oriente vraiment dans cette voie qui avait été tracée par nos ancêtres de l'Antiquité, avec une vision du savoir qui est globale, qui est totale. Petit résumé, afin que nous puissions retenir l'essentiel de ce qu'il faut retenir de cette histoire de philosophie grecque et de présence africaine dans le monde antique. À propos de la philosophie grecque, George J.M. James nous rappelle que cette tragédie a 3 protagonistes. 1. Alexandre le Grand, qui envahit l'Égypte et pilla la bibliothèque royale d'Alexandrie. B, ou plutôt 2. Aristote et les anciens de son école, qui prirent possession de la bibliothèque royale, après s'être emparés d'un bon nombre de livres scientifiques, pour ensuite la convertir en un centre de recherche universitaire. Petit 3. Le gouvernement romain, qui par le biais des édits des empereurs Théodose et Justinien, confisqua les mystères égyptiens ainsi que leurs écoles, l'université du monde antique et par voie de conséquence, confisqua tout le système culturel africain de l'époque. Ce que l'on peut retenir de tout ça, et ce qu'on doit retenir, c'est que James nous dit que la Renaissance, sa nouvelle philosophie de la rédemption africaine consiste à changer la mentalité des Blancs et des Noirs, ainsi que les attitudes des uns envers les autres, afin d'entreprendre une véritable réforme sociale. Il nous dit « Je suis heureux d'être en position de transmettre cette information au monde, de façon à ce que toutes les races et toutes les écoles de pensée puissent connaître la vérité et se libérer de ces préjugés qui ont corrompu les relations humaines. Et d'autre part, afin que les personnes d'origine africaine puissent s'émanciper de leur servage et s'affranchir de leur complexe d'infériorité. Ce faisant, elles pourront rentrer dans une nouvelle ère de liberté dans laquelle elles auront le sentiment d'être libres, c'est-à-dire de disposer de droits authentiques et de réels privilèges. George J.M. James, Un héritage volé ou L'héritage volé, Mélébuk ou Afrocentricity International. J'espère que ce sujet sur les origines africaines de la philosophie vous a passionné. Je vous incite bien évidemment à faire vos propres recherches et pourquoi pas à vous inspirer aussi de la bibliographie qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.